Bonjour, je m'appelle Guylaine Gay, je suis animatrice, autrice, humoriste et partenaire de vie d'un homme qui est bipolaire. Bienvenue au balado. T'engages-tu? Dans cet épisode, on lève le voile sur le voyage pas toujours linéaire de la santé mentale. Mes invités, Alexandre Ferland, psychiatre, bonjour. Bonjour. Et Marie-Ève Lapointe, qui est ergothérapeute en santé mentale, bonjour. Bonjour, enchantée. Bien, enchantée, merci à vous deux d'avoir accepté mon invitation. Beaucoup de questions. Alexandre, on va commencer avec une question quand même basique. C'est quoi la santé mentale? Excellente question. Il y a différentes façons de répondre à cela. Je pourrais répondre que, par exemple, la santé mentale, c'est pas l'opposé de la maladie mentale. Par exemple, c'est pas parce qu'on a un diagnostic en santé mentale, un trouble de santé mentale, qu'on est en mauvaise santé, qu'on aurait une mauvaise santé mentale, et le contraire est également vrai. Est-ce qu'on peut dire à ce moment-là qu'on a tous et toutes une santé mentale? Je pense que oui, absolument. En fait, on peut aussi dire que la santé mentale en général, c'est d'être bien, c'est d'avoir un bien-être psychique qui nous permet d'accomplir le potentiel qu'on a envie d'accomplir, qui nous permet de travailler, qui nous permet d'avoir des relations enrichissantes, puis je dirais même qui nous permet d'interagir dans la communauté selon notre souhait personnel. Et Alexandre, tu es psychiatre. C'est quoi le rôle d'un psychiatre dans le rétablissement d'une personne qui a un trouble de santé mentale? Alors, le rôle du psychiatre dans le rétablissement est multiple. La santé mentale, la psychiatrie est parfois différente quand on parle de traitement comparé à d'autres spécialités médicales, par exemple la cardiologie et autre chose, au sens qu'on ne vise pas nécessairement la guérison, on vise le traitement, on vise la diminution des symptômes, mais on vise à ce que la santé mentale soit bonne, c'est-à-dire que la personne soit à son plein potentiel et qu'elle puisse accomplir ce qu'elle a envie d'accomplir. Parfois, ça peut être aussi simple que d'avoir une relation amoureuse, d'avoir des contacts avec sa famille, de travailler, etc. Et donc, nous, on accompagne le patient, la personne, dans ce qu'elle souhaite faire. Mais là, tout ça, ça prend diverses formes, dépendamment des diagnostics qui sont posés. En fait, les psychiatres ici au Canada et au Québec, on est formés avec une approche bio-psychosociale qui fait comme un peu l'opposé d'une approche purement médicale. Le bio, c'est le biologique, donc on traite l'organe ici étant le cerveau. Habituellement, on parle de pharmacopée, on parle de médicaments afin d'améliorer la qualité de vie, la santé mentale. Ensuite, d'un point de vue psycho, on veut dire psychologique, donc le psychiatre peut amener des éléments psychothérapeutiques. Et d'ailleurs, tous les psychiatres au Canada sont obligatoirement formés sous diverses paramètres en psychothérapie, par exemple la thérapie cognitivo-comportementale, la thérapie familiale, la thérapie psychodynamique et d'autres formalités. Donc, il y a ce deuxième aspect-là qui peut être amené. Et finalement, d'un point de vue social, c'est d'impliquer la famille, c'est d'encourager la personne à s'accomplir dans sa communauté. Et ça, il y a toutes sortes de manières d'y arriver, mais on fait également souvent appel à nos collègues, par exemple les ergothérapeutes, afin de nous aider par rapport à cela. C'est un travail d'équipe, Alexandre. Oui. Marie-Ève, tu es ergothérapeute. On connaît peut-être un petit peu plus le rôle d'une ergothérapeute sur le plan de la santé physique, mais qu'est-ce que ça fait une ergothérapeute en santé mentale? C'est une bonne question. C'est en effet un peu moins connu que l'ergothérapeute en santé physique. Lorsqu'une personne vit avec une problématique de santé mentale, souvent, elle va avoir de la difficulté à accomplir certaines activités quotidiennes. Donc ça, c'est important. C'est un peu à la base de l'ergothérapie. Quand je parle d'activités quotidiennes, je parle d'activités qui amènent à prendre soin de sa personne, donc se laver, dormir, se lever, bouger, s'alimenter. On parle aussi d'activités plus liées à des tâches comme l'épicerie, cuisiner, faire le ménage de notre maison. Ça inclut les loisirs, ça inclut aussi sortir de la maison, maintenir des relations avec les autres. Évidemment, le travail est souvent affecté quand on a une problématique de santé mentale. Et en ergothérapie, à ma clinique, je vois souvent des gens qui sont soit en arrêt de travail ou des gens qui n'ont jamais intégré le marché du travail. Ça permet de comprendre qu'en santé mentale, les objectifs de l'ergothérapeute, c'est d'aider la personne à reprendre des activités quotidiennes qu'elle faisait avant l'apparition de la problématique de santé mentale ou bien de réintroduire de nouvelles activités qu'elle souhaiterait faire. Et l'objectif principal, c'est qu'on souhaite que la personne puisse être satisfaite de ses journées puis de son autonomie dans la communauté. C'est un peu la définition générale selon mon point de vue. Marie-Ève, qu'est-ce que tu fais concrètement avec les personnes que tu accompagnes pour l'emploi?
Oui. En fait, je commence toujours par une évaluation. C'est très important. C'est une évaluation qui peut durer là, environ 2 rencontres, 3 heures en moyenne. L'évaluation est vraiment essentielle pour créer une intervention qui va être personnalisée à chaque personne pour le retour au travail. Et le but de cette évaluation-là, c'est de comprendre l'écart entre les capacités actuelles de la personne et les exigences requises de son travail. Si je donne un exemple, une personne qui est incapable de rester concentrée pour lire son livre préféré pendant 20 minutes, on peut s'attendre à ce que faire un quart de travail de 8 heures, ça va être très difficile. Surtout un travail aussi qui comporte des tâches administratives, de la lecture de documents. Ça, c'est un exemple d'écart qu'on va essayer de mettre en relief. Par exemple, quelqu'un qui a de la difficulté à gérer ses émotions, une personne qui se met en colère ou qui est réactive quand quelqu'un fait une remarque, on peut comprendre que ça peut être difficile de reprendre un travail en service clientèle, par exemple, où est-ce qu'il faut avoir beaucoup de retenue puis gérer un peu l'impulsivité. Donc, ça peut être un autre exemple d'écart qu'on peut mettre à la lumière. C'est un peu ça l'objectif de l'évaluation. Et j'aurais un troisième exemple. À la clinique, des fois, on a des personnes qui ont des troubles un peu plus sévères, des impacts fonctionnels un peu plus élevés. Donc, souvent, je peux avoir des gens qui ont de la difficulté à répondre à leurs besoins de base. Donc, juste se laver, se lever du lit le matin. C'est des gens qui peuvent rester des fois devant la télévision, soit parce que la motivation est plus présente, il n'y a plus de plaisir, il y a de l'énergie qui est vraiment très, très limitée. Donc, on voit qu'on a du chemin à faire avant de se lever puis d'aller travailler. Donc, on part des fois de la base. Puis le but de l'évaluation, c'est de comprendre vraiment c'est quoi cet écart-là pour avoir les prérequis essentiels pour aller travailler. Et qu'est-ce qui se passe, Marie-Ève, après l'évaluation? Donc, ensuite, on établit avec la personne des objectifs qui font du sens pour elle. Donc, ça va dépendre de chaque personne. Il y en a que ça va être relié aux activités quotidiennes. Il y en a que c'est pour développer des nouvelles habiletés. Mais c'est toujours dans l'optique que c'est des objectifs qui viennent de la personne pour la motiver dans le processus thérapeutique. Et ensuite, on poursuit avec des rencontres d'intervention. Donc, la personne va se déplacer, on va faire des rencontres de 1 heure. La fréquence de ces rencontres-là va varier selon les besoins. Donc, ça peut être 1 fois semaine, après ça, aux 2 semaines aux besoins. Ça peut être pendant 3 semaines ou 6 mois ou 1 an. Donc, ça va varier énormément selon les besoins. Puis, à la clinique de psychiatrie où je travaille, on a cette liberté-là d'autonomie, en fait, dans le nombre de rencontres qu'on offre. Donc, je les utilise à ma guise pour individualiser les plans de traitement. Tu dis ça avec un certain bonheur. Là. Oui, ça donne une latitude de travail. Vraiment, vraiment. Puis on voit que ça amène vraiment des bienfaits pour notre clientèle, alors que dans d'autres milieux de pratique, on a 12 rencontres, on a des limites. Moi, j'en ai pas de mon côté. Fait que faut tout le temps que ce soit justifié. Par contre, on continue tant qu'on voit que le suivi apporte des bienfaits. Mais en général, c'est quelque chose qui est très apprécié, puis une raison pour laquelle j'apprécie travailler dans ce milieu-là. Je le vois dans ton visage. Je vois l'appréciation. Oui. Alors, Marie-Ève, quand les gens que tu accompagnes sont prêts à aller sur le marché du travail, là, comment ça se passe? Oui, comme je disais tout à l'heure, il y a toute cette question de préparation. Et une fois qu'on est au travail, on va identifier les défis réels auxquels la personne fait face quand elle est sur le marché du travail. Et là, on se met en mode résolution de problèmes avec différentes approches, puis on tente de diminuer les défis puis donner un peu plus de pouvoir à la personne, un peu plus de contrôle. Et le suivi prend fin un jour. Il prend fin quand la personne est globalement satisfaite à son travail et elle se sent confiante à poursuivre l'application des outils qu'on a vus ensemble. Et après ça, j'aime bien espacer mes rencontres. Ça permet de faire un certain filet de sécurité. Fait qu'on peut se voir 1 fois aux 3 mois, 1 fois aux 2 mois. Puis quand on sent que le retour au travail est stable et durable, c'est là qu'on prend fin. Puis là, c'est une bonne nouvelle. Tout le monde est content. Quand on se voit plus, c'est une bonne nouvelle. Oui, quand on se voit plus, c'est une bonne nouvelle. C'est rare qu'on dise ça, mais dans ce cas-là, donc toi, tu leur donnes des outils, tu les accompagnes, puis à un moment donné, les personnes volent de leurs propres ailes et vont travailler. Exact. Alexandre, quels sont les différents troubles en santé mentale et quelles sont les différentes approches de traitement? Quelle excellente question. Évidemment, la réponse est particulièrement vaste. Je vais tenter de résumer du mieux que je le peux. On peut regarder ça par type de traitement. Par exemple, on peut traiter un problème ou un trouble en santé mentale avec, par exemple, la médication, ou on peut y aller aussi avec des formulations plus psychothérapeutiques, la thérapie de la parole, ou on peut combiner les deux, là, dépendamment. Donc, dans certaines situations, on peut y aller avec les deux. Par exemple, les enjeux qui sont en lien avec l'usage de substances, l'usage de drogue, là, parfois,
peuvent être aidés avec ces modalités-là. Autrement, on peut parler des troubles anxieux, par exemple, tout ce qui se rapproche de l'anxiété sociale, les gens qui tendent à peut-être faire de l'évitement, rester chez eux, l'anxiété généralisée. Ensuite de ça, un peu plus commun, les troubles dépressifs. Et on peut aussi parler des troubles des conduites alimentaires, par exemple l'anorexie. Autrement, il y a peut-être les troubles de santé mentale qui nécessitent une approche qui est principalement axée sur la pharmacothérapie, c'est-à-dire les médicaments, les molécules. On peut parler, par exemple, du TDAH. Bien sûr, le déficit d'attention avec ou sans hyperactivité peut bénéficier d'interventions qui ne sont pas médicamenteuses, mais ça reste que habituellement, la médication est à privilégier et plus efficace. Ensuite de ça, il y a tout le pan des troubles psychotiques, par exemple la schizophrénie, où là, quelqu'un peut présenter une perte de contact avec la réalité. Là. Et ça, avant de penser à tout type de psychothérapie, il faut vraiment y aller avec une approche psychopharmacologique avec des médicaments, quoique ce n'est pas nécessairement toutes les situations où il y a de la psychose où on va traiter avec un médicament. Il faut toujours y aller avec la balance des avantages versus des désavantages. Là. Autre trouble qui peut être traité avec la pharmacologie, principalement les troubles bipolaires. Il y a les troubles de santé mentale qui ne sont pas du tout traités avec des médicaments, où on préconise plutôt une approche psychothérapeutique, par exemple le trouble de personnalité limite qu'on voit assez fréquemment aux urgences là, à l'hôpital, où là, souvent les patients recherchent peut-être une petite pilule miracle, là, mais le travail va être à faire plutôt d'un point de vue psychothérapeutique. Alexandre, est-ce qu'il y a des troubles de santé mentale qui n'ont pas besoin d'être traités? C'est-à-dire que parfois, il y a des diagnostics qui sont posés, c'est-à-dire qu'on n'a pas un traitement à offrir. On n'a pas nécessairement un traitement ni psychothérapeutique ni médicamenteux. Par exemple, là, les troubles au niveau du spectre de l'autisme, souvent bien traités, par exemple, des troubles du comportement qui sont associés, mais ce n'est pas nécessairement le trouble qui a besoin d'un traitement. La personne est différente, puis parfois d'avoir un diagnostic, ça permet de recevoir des services qui sont adaptés à la personne. C'est la même chose, par exemple, avec une dysphorie de genre. On ne va pas nécessairement offrir une psychothérapie à quelqu'un qui souffre de dysphorie de genre ou d'une pharmacopée qui est en psychiatrie, pas du tout. Là. En fait, les besoins sont ailleurs. Ou même, on pourrait parler des troubles neurocognitifs avec l'Alzheimer, où il n'y a pas nécessairement un médicament qui est adapté, en tout cas en ce moment, là, pour le traitement d'une telle condition. Alexandre, qu'est-ce que c'est que la dysphorie de genre? La dysphorie de genre, c'est lorsqu'une personne ressent dans son expression, dans sa tête, dans son corps, que le genre, c'est-à-dire homme, femme ou même un autre genre, ne concorde pas avec le sexe qui a été assigné à la naissance. Est-ce qu'un diagnostic que tu retiens arrive tout seul ou ça peut être accompagné d'un autre diagnostic ou d'une comorbidité? Très souvent, un diagnostic en psychiatrie ne vient pas seul. Je dirais que la majeure partie des patients que je suis en clinique externe ont plusieurs diagnostics. On peut parler de comorbidité à ce moment-là. Et je ne suis pas seul à faire les diagnostics d'ailleurs. Là. Parfois, je fais appel à des collègues en clinique, que ce soit des neuropsychologues, des ergothérapeutes, d'autres cliniciens afin de nous aider à poser des diagnostics. Dans le fond, c'est un travail d'équipe. Absolument. Puis possiblement plus que dans d'autres spécialités. Vu la complexité de notre beau cerveau. Absolument. Marie-Ève, peux-tu nous donner des exemples d'outils et de stratégies que tu utilises selon la problématique? Bien, en ergothérapie, pour le retour au travail, on peut intervenir sur 3 différentes cibles. On a la personne. Quand on parle de la personne, c'est de développer des compétences, de trouver des stratégies qu'elle va appliquer. Bon, il y a la personne, il y a aussi l'environnement. Donc, on peut essayer d'analyser son environnement de travail, son environnement à la maison, puis intervenir à ce niveau-là. Et il y a également des interventions sur l'occupation. Donc, ça peut être ses tâches de travail, ses routines à la maison. Donc, on a comme 3 cibles différentes. Là, je suis très, très, très large, mais je peux vous donner des exemples un peu plus concrets. Puis la question, c'était qu'est-ce qu'on fait par rapport à différentes problématiques? Je dirais qu'en ergothérapie, on n'y va pas selon un diagnostic, on n'y va pas selon une problématique, on prend vraiment la personne dans son ensemble. Donc, pour ma part, à la clinique de psychiatrie, comme Dr Ferland disait, on a des cas assez complexes avec des comorbidités. Donc, on peut pas juste dire, quelqu'un a une dépression, voici l'approche. Ça fonctionne pas comme ça parce qu'une personne est plus qu'un diagnostic. Elle arrive avec des forces, avec des particularités. Donc, l'approche est très individualisée. Donc, il n'y a pas une seule approche ou un seul outil qui fonctionne pour une problématique. Même, je dirais que parfois, quand les gens entrent dans mon bureau, c'est des gens qui ont eu des fois des échecs de retour au travail. Ils ont un historique assez lourd. Ils viennent avec tout leur bagage, puis on doit considérer ce bagage-là quand on fait le retour au travail.
Fait que, par exemple, j'ai des gens qui sont ambivalents à retourner au travail pour toutes sortes de raisons à cause de leur historique. Donc, avant même de commencer à trouver des stratégies, on doit faire une approche plus motivationnelle. C'est assez courant là, dans mes suivis. Comme Donc, retrouver un peu l'estime de soi. Les gens ont peut-être été face à des échecs. puis ils n'ont pas confiance que ça va être un prochain succès. Puis, il y a certains désavantages. On ne veut pas se remettre dans une position d'échec. Donc, avec eux, j'aime bien utiliser un peu la balance décisionnelle, c'est-à-dire de discuter des avantages de retourner travailler, de prendre conscience qu'il y a une partie d'eux qui veut se protéger, qui ne veut pas nécessairement y retourner, mais de faire grandir aussi la partie qui veulent reprendre ce rôle-là. Donc, je fais souvent ça dans mes premières rencontres, d'essayer de faire grandir la partie qui veut retourner travailler, qui y voit un avantage pour leur établissement. Donc, je tenais à le mentionner parce que c'est souvent en introduction à mes rencontres. Sinon, si on y va dans la base, j'essaie toujours de travailler tout ce qui est auto-observation. Donc, les personnes viennent avec beaucoup de symptômes, beaucoup d'impact sur leur fonctionnement, puis d'apprendre à se connaître, c'est primordial pour un retour au travail réussi. Donc, d'utiliser des outils d'auto-observation, il y en a disponibles, des applications, des journaux de l'humeur. En rencontre, on reprend des situations pour essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé durant la semaine. Puis, si je donne un exemple un peu plus concret, là, idéalement, j'aimerais qu'une personne réussisse à me dire « Hey Marie-Ève, là, c'est bizarre, j'étais moins motivée hier pour faire ma routine là, après mon travail, mais je me rends compte que quand je suis moins motivée, c'est souvent parce que je suis fatiguée. Puis cette fatigue-là, c'est sûrement parce que j'ai dépassé mes limites au travail. » Donc, on voit comment mieux se connaître, ça va permettre d'appliquer des outils après. Par exemple, dans ce cas-ci, c'est de mettre nos limites au travail. D'avoir cette connaissance de soi-là, on la travaille énormément dans les premières rencontres. Donc, on prend beaucoup de situations du quotidien pour les analyser, les comprendre. Donc, ça, c'est une autre partie importante. Moi, je trouve ça très rassurant d'entendre ça, que c'est une approche personnalisée. Tu sais, tu dis des choses, puis on dirait que j'ai envie de l'appliquer à moi-même. Oui, ça s'applique à tout le monde, même ceux qui n'ont pas nécessairement de problématiques diagnostiquées de santé mentale. On a toute une santé mentale dont on doit prendre soin. Fait qu'apprendre à se connaître, des fois, il faut retourner aux bases avec la clientèle, là. Sinon, ce que je travaille beaucoup avec la clientèle, c'est du reconditionnement. On pense souvent à reconditionnement physique, là, comme des muscles, là, on doit se remettre en forme physique. Oui, il y a ce volet-là, mais je dirais que de mon côté, c'est pas tant ça mon rôle. Je fais plutôt du reconditionnement cognitif. Donc, des gens, quand ça fait quelques mois, quelques années qu'ils n'ont pas travaillé, la concentration va être énormément difficile. Et les gens vont se dire, voyons, j'ai de la misère à retenir l'information comme s'il y avait des pertes de mémoire. Donc, il faut retravailler ces capacités-là sur le plan cognitif comme un muscle, comme on travaillerait quand on va au gym. Donc, il y a des approches de reconditionnement pour retrouver une certaine confiance qu'on va pouvoir se remettre dans nos tâches de travail qui demandent de la concentration puis toutes ces capacités-là. Donc, ça aussi, c'est une approche que je peux faire en ergothérapie. Marie-Ève, est-ce que tu as d'autres types d'interventions? Oui, il y en a quand même plusieurs, mais si j'essaie de résumer, je dirais qu'on travaille beaucoup à maintenir un équilibre de vie, avoir des habitudes de vie aussi qui vont préserver la santé mentale sur le long terme pendant le retour au travail. Puis, tout ce qui est gestion de l'énergie, là, c'est vraiment à l'avant-plan chez notre clientèle. Donc, ça peut conclure un peu des stratégies d'intervention principales, là. Alexandre, quels sont les impacts de non-respect des traitements et des recommandations proposées? Chaque plan de traitement est individualisé à la personne. Chaque personne est unique. Par exemple, chaque personne qui souffre d'un trouble bipolaire est unique dans sa présentation. Donc, moi, mon rôle, j'émets des recommandations. Après ça, on fait ça de manière collaborative. Puis, je crois beaucoup au bon jugement des patients que je suis. Après ça, si, par exemple, quelqu'un qui souffre d'un trouble bipolaire ne suit aucune de mes recommandations, le risque est, par exemple, un bris de fonctionnement parfois complet, là. Ça peut amener à l'hospitalisation, ça peut amener une rechute rapide vers, par exemple, un état d'exaltation, de manie ou de dépression intense, où là, la personne peut prendre des mauvais choix qui ont des conséquences, par exemple, s'endetter, par exemple, s'acheter 2 maisons la journée même, tu sais, c'est des choses que j'ai déjà vues. Je vois parfois, par exemple, des patients qui quittent leur emploi de manière soudaine, là, de manière impulsive, alors que la semaine d'avant, ces gens-là étaient tout à fait heureux et accomplis là, dans leur travail. Marie-Ève, question pratico-pratique, là. Comment est-ce qu'une personne peut avoir accès à un ergothérapeute en santé mentale?
Donc, de mon côté, les références proviennent majoritairement des psychiatres de la clinique, dont Dr Ferland. Mais on peut se rendre sur le site de l'Ordre des ergothérapeutes du Québec et faire une recherche ciblée pour trouver un ergothérapeute en santé mentale dans notre secteur. Sinon, par un médecin de famille, ça peut être un chemin aussi là, pour y avoir accès. Alexandre, qu'est-ce qui arrive avec un patient qui décide d'arrêter de prendre ses médicaments parce que ça va bien? C'est une bonne question. En fait, les patients, parfois, ont une mauvaise compréhension de ce qu'est une condition psychiatrique. Je reviens avec le trouble bipolaire, par exemple. Si ça va bien, bien souvent, c'est peut-être parce que le médicament fonctionne. Je ferai un parallèle avec le diabète, c'est-à-dire si on a un bon niveau de sucre dans notre sang, bien, c'est peut-être justement parce qu'on prend le médicament pour le traitement du diabète. Bien, c'est un peu la même chose dans les troubles en santé mentale plus persistants, plus sévères. Et bien, malheureusement, des fois, les gens se sentent bien, disent « j'en ai pas besoin du médicament », mais en fait, bien, si ça allait bien, c'est parce qu'on avait trouvé la bonne combinaison. D'où le fait que vos beaux métiers existent. Alexandre Ferland, psychiatre, merci. Merci. Marie-Ève Lapointe, ergothérapeute en santé mentale, merci. Merci à toi. C'était le balado « T'engages-tu » ? Cette initiative a été réalisée par Intégration Travail Laurentide, promoteur et coordonnateur du projet, et ce grâce à la participation financière du gouvernement du Québec, notamment la Direction générale de Services Québec des régions de Laval et des Laurentides. Nous souhaitons également remercier pour leur contribution financière la Ville de Saint-Jérôme, M. Yuri Chassin, député de Saint-Jérôme, Mme Catherine Champagne-Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, ainsi que Mme Louise Chabot, députée de Thérèse de Blainville. Nous souhaitons finalement souligner l'application des différents partenaires de la table d'intégration et de maintien en emploi des personnes handicapées des Laurentides, particulièrement le Centre de formation continue des Patriotes du Centre de service scolaire des Mille-Îles, mandataire du projet. Le Regroupement pour la concertation des personnes handicapées des Laurentides, Dysphasie Laurentide, Sphère, ainsi que le CI3S des Laurentides. Phonique. Le fin son de l'histoire.